Bonjour et bienvenue dans la série de podcasts de l'Observatoire du New Normal au travail. Quel est le rôle des managers en 2024 ? Dans l'épisode précédent, nous avons parlé d'un enjeu auquel étaient confrontés les managers. C'était manager le travail hybride. Mais en discutant avec les experts de l'Observatoire, nous en avons identifié un autre qui nous paraissait intéressant à aborder, et c'est manager l'intime. Pour introduire cet épisode, je vais vous lire un témoignage à ce propos, témoignage d'une de nos expertes. Dans mon équipe, il y a une jeune femme qui a annoncé qu'elle était enceinte. Alors moi, je le savais déjà depuis quelques jours, et on avait choisi le moment où elle l'annonçait. Tous les gens autour de la table se sont levés pour l'embrasser. Il y a eu un moment d'effusion que j'ai trouvé un peu disproportionné, enfin qui m'a surpris. Bon, après, il y a pas mal de jeunes dans l'équipe, et je suis aussi d'une autre génération, mais même, je pousse l'illustration plus loin. Entre-temps, on avait reçu un message d'un grand client qui nous a annoncé une très bonne nouvelle qui va nous permettre de continuer à développer du business avec eux. Et donc j'ai dit, une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, je vous annonce également cette nouvelle. Et là on m'a dit, oui enfin c'est quand même pas du tout la même chose, c'est pas du tout du même ordre, c'est quand même autrement moins important. Mais moi mon idée ce n'était pas du tout de comparer, c'était juste de juxtaposer parce que les deux événements sont mentionnés simultanément, c'est tout. Alors ce témoignage, il est intéressant. Évidemment, c'est normal de se réjouir de cette nouvelle, mais cette anecdote, elle montre que dans le cadre du travail, cette démonstration de l'affectif et de la vie privée, elle prend une place importante, et ici au détriment de la vie de l'entreprise, puisque la collaboratrice le dit elle-même, la nouvelle concernant le client est moins importante que celle de la grossesse. Ce témoignage illustre parfaitement l'un des enjeux majeurs auxquels les managers sont confrontés en 2024. La gestion de l'intimité, de la vie privée des collaborateurs au travail. En effet, l'un des résultats de nos travaux, résultats qui sont disponibles dans l'édition 2024 de notre livre blanc, qui vient tout juste de sortir, est le constat d'une augmentation de la place de l'affect et de la vie privée dans le travail. Et c'est un enjeu actuellement dans les organisations, car ce sont les managers de proximité qui y sont confrontés. Dans cet épisode, on va se poser la question des différents facteurs qui participent à ce phénomène. Puis, on parlera des points positifs et négatifs de cette tendance. Enfin, on proposera des recommandations pour aider les managers à mieux gérer cette situation. Cette année, dans les échanges qu'on a pu avoir avec les membres de l'Observatoire, un constat est ressorti. C'est l'augmentation de la place de l'affect dans le travail, constat que l'on a retrouvé également dans certaines études. On a essayé de comprendre d'où ça venait et on a identifié différentes raisons, différents facteurs qui pourraient participer à ce phénomène. Premièrement, la préoccupation de l'entreprise autour du bien-être au travail. C'est une préoccupation qui commence doucement dans les années 90, mais qui depuis prend une place très importante, une grande ampleur, notamment dans les années 2010 avec la notion de bonheur au travail qu'on voit arriver. Car les entreprises ont compris que si les salariés sont plus heureux au travail, ils sont plus performants. Donc ça peut être évidemment une bonne idée de travailler là-dessus. On tend vers une plus grande écoute des émotions, et ce bien-être, il est évidemment lié au travail en soi, à la qualité de vie au travail. Est-ce que le salarié est bien dans son travail ? Mais il y a aussi la question de est-ce que le salarié a un bon équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée ? Ce qui fait que la question de la vie privée, elle prend en conséquence une place plus importante. Puis dernièrement, la pandémie de la Covid-19 a mis en lumière l'importance du bien-être au travail, notamment avec l'essor du télétravail et les défis liés à la santé mentale. Cette mise en place du télétravail, elle a également des conséquences sur cette augmentation de la place de la vie privée. D'une part, car la frontière entre vie professionnelle et vie privée devient beaucoup plus floue avec le travail à distance. Ça amplifie le mélange des espaces personnels et professionnels, avec une forte sollicitation des managers sur des sujets intimes et de santé, réaffirmant la vie personnelle au cœur du travail. D'autre part, car certaines entreprises imposent le partage de la vie privée pour chercher à recréer du lien dans le collectif, pour pallier les problématiques de communication et de lien qu'engendre le travail à distance entre les individus dans les équipes. Une de nos expertes en parle très bien. Elle dit « Et tout à l'heure, ça m'a interpellée parce qu'on parlait du fait que la sphère privée s'intégrait de plus en plus dans la sphère professionnelle. Et moi, je l'ai vécu à l'inverse. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on était obligé d'intégrer la sphère privée dans la sphère professionnelle alors qu'on n'en avait pas envie. Et j'ai vu à quel point ça pouvait être reproché. C'est-à-dire que parfois, on dit que le professionnel reste au professionnel, et le privé reste dans le privé. On veut pouvoir cloisonner. Mais en fait, avec certains collègues, et on appelle ça la googlisation, c'est-à-dire ce côté où l'entreprise veut que vous soyez corporate, veut que vous soyez impliqué, et quelque part, il y a presque une obligation, comme si l'entreprise devenait un réseau social à part entière, dans lequel on est obligé de participer. En parlant de réseau social, il y a aussi la place énorme que prend la surinformation,
la place des réseaux sociaux dans notre quotidien, qui nous amène à parler de nous, à livrer des informations parfois intimes, personnelles, à un public dont on ne contrôle pas forcément l'accès. Ce qui peut causer des problèmes de stalking, de rumeurs, des situations où des éléments personnels peuvent s'immiscer dans le cadre du travail. Enfin, ce que nos experts nous disent également, c'est qu'on a une individualisation accrue des attentes, des besoins des salariés, qui veulent que leur travail s'adapte le mieux possible à leur vie privée. Il y a sûrement d'autres facteurs. Si vous en identifiez d'autres, je vous invite à nous les partager en commentaire. Maintenant, est-ce que le fait que les gens ont tendance à beaucoup plus s'écouter, beaucoup plus parler de leurs ressentis, de leurs états d'âme, est-ce que cette tendance, elle est positive ou négative? Alors comme on le sait, l'affect et les émotions prennent une place importante dans notre vie personnelle, et il est parfois difficile de mettre ces émotions de côté au travail. Elles influencent forcément la vie du salarié dans l'organisation. Donc un salarié qui peut parler plus librement de sa vie, de ses problèmes à ses managers, il peut se sentir mieux compris, mieux entendu, par rapport à ses besoins et attentes. C'est donc un salarié qui sera plus susceptible d'être heureux et bien dans son travail. Et être en bonne santé physique et mentale, bon évidemment c'est bien pour le salarié qui sera plus épanoui, et par conséquent ça va le rendre plus performant, ce qui est aussi important pour l'entreprise. Prendre en considération l'équilibre de vie de ses salariés, c'est aussi prendre soin de l'entreprise. J'ai trouvé un article qui en parle très bien qu'il aborde un sujet très spécifique. C'est un article qui date de 2012 et qui s'intitule « Quand l'intime s'immisce dans l'entreprise, les conséquences organisationnelles des violences familiales ». Il y a une partie dans ce papier, que je vais résumer évidemment, mais qui dit que les violences et le mal-être subis dans la vie privée des salariés a forcément un impact sur l'entreprise dans laquelle ils travaillent et a surtout un coût. Donc ça a un impact sur les performances des employés, mais aussi sur l'augmentation des arrêts maladie, etc. Donc, prendre en considération les aspects de vie privée de ses collaborateurs peut être bénéfique. En revanche, il y a un gros point négatif à cela, c'est que gérer la vie privée des salariés, c'est un rôle qui retombe sur les épaules des managers, ce qui complexifie leurs tâches quotidiennes. Les managers se retrouvent parfois à répondre aux problèmes ou aux attentes en faisant du cas par cas, ce qui augmente leur charge managériale. Et puis, il est difficile de trouver un positionnement juste face à ces sujets. Par exemple, sur la question du télétravail, pourquoi tel salarié pourrait en bénéficier et pas un autre? Voilà, il faut que le cadre et les règles soient clairs et justes pour tout le monde, et ce n'est pas évident à trouver ce juste équilibre. Surtout lorsque les directions générales ne soutiennent pas les managers dans ce sens. Une de nos expertes nous a partagé un super article qui parle très bien de ce sujet, qui s'appelle « De l'extension du domaine managérial », c'est de The Boson Project, qui explore l'évolution des responsabilités managériales, en particulier avec l'intégration croissante des aspects personnels et intimes dans le travail. Ils introduisent l'article avec un verbatim qui, je trouve, dit tout de cette situation. J'ai un défi, l'immixion de l'intime dans le travail et dans le rapport au travail. Il est aujourd'hui attendu non seulement d'être au courant des événements intimes de vie, mais aussi d'intégrer cette intimité dans la gestion RH. Payer plus les parents solos, payer plus les gens qui vivent mal le passage à 40 ans, prendre en compte le fait que, une semaine par mois, certaines femmes seront en congé maladie. Il est difficile de trouver un positionnement juste et confortable face à ces sujets en tant que manager. Il est difficile de se préserver, et il est difficile de préserver une méritocratie objective face à cette survenance de l'intime au travail. En effet, les managers sont confrontés à des défis, notamment de conciliation entre les besoins individuels et les exigences collectives. Il est attendu des managers qu'ils prennent soin des employés, les fassent grandir et les accompagnent, tout en maintenant la performance collective. Ce qui entraîne parfois un désengagement ou de la détresse psychologique. L'article le montre très bien, le taux des managers souffrant de détresse psychologique est en augmentation tous les ans. Face à ce changement de rapport avec la vie privée dans le travail, deux réactions sont observées chez les managers. C'est soit la mise à distance pour se protéger, donc on appellera ça faire l'autruche, ou alors à l'opposé, c'est la plongée dans les aspects intimes des collaborateurs pour répondre à leurs attentes. On appellera ça plutôt faire l'éponge. Bien sûr, chacune présente des risques et des limites. Maintenant, parlons des recommandations. Toujours dans cet article, les auteurs proposent 3 recommandations. La première, une clarification du cadre. Les entreprises doivent clarifier les attentes managériales et les limites acceptées, ainsi que les leviers dont disposent les managers pour faire respecter ce cadre. Par exemple, clarifier les règles du télétravail pour éviter les interprétations divergentes des collaborateurs et les conflits. Deuxièmement,
adopter une approche collective. Plutôt que de partir des contraintes des salariés, les managers peuvent poser les objectifs collectifs de performance et ensuite intégrer les ajustements individuels de manière collaborative. Cette approche, elle permet de donner aux salariés un pouvoir d'agir sur leur organisation, améliorant ainsi leur satisfaction. Enfin, c'est le soutien des RH en catégorisant les demandes. Donc c'est aider les managers à catégoriser les sollicitations individuelles des collaborateurs, ce qui permet de mieux gérer les demandes selon qu'elles relèvent du domaine médical, de la problématique des aidants par exemple, ou d'un problème individuel. Par exemple, les menstruations douloureuses peuvent être traitées différemment si elles relèvent d'une maladie chronique ou non. Nous, on rajouterait une dernière recommandation. C'est de trouver un bon équilibre entre faire l'autruche et faire l'éponge, comme on le disait tout à l'heure. Bien que les managers aient un rôle évident dans l'accompagnement émotionnel de leurs équipes, c'est un rôle qui reste limité. Dans certaines situations, il est nécessaire de pouvoir passer le relais à des professionnels qualifiés dans ce domaine. Et puis inversement, c'est s'adapter aux salariés qui n'ont pas les mêmes attentes selon leur tempérament, leur caractère. Certains ont besoin de garder une frontière bien délimitée entre vie professionnelle et vie privée. Une experte en parle très bien. Elle dit à propos des nouveaux arrivants dans son entreprise: ils attendent de l'entreprise qu'elle soit à l'écoute de leurs besoins et de leur envie de garder de la distance avec leur vie privée. Bien qu'ils soient ravis de faire des rencontres et d'avoir des potes entre guillemets au travail, qui peuvent progressivement devenir des vrais potes, ils sont gavés par les obligations sociales que leur entreprise leur impose, sous forme de soirées détente ou autres événements faussement sympathiques, où on se sent un peu obligé de se rendre pour discuter et bien se faire voir. Dans le même sens, une autre experte nous dit: il faut pouvoir se dire à quel niveau on arrête l'intrusion en fait. Il y a des gens pour qui ça ne pose aucun problème, ils mélangent le pro et le perso avec une très grande fluidité, ils ont les codes, donc ça ne leur pose vraiment aucun souci. Mais il y a d'autres personnes qui n'y arrivent pas. Elles ont besoin de cloisonner. Et du coup, il faudrait trouver un équilibre entre les deux et surtout respecter que l'autre fonctionne différemment. Pour conclure, on parlera de l'importance de créer une culture d'entreprise où le soin et la considération des aspects personnels sont partagés collectivement, plutôt que d'incomber uniquement ce rôle au manager, ce qui permettrait d'alléger leur charge managériale. Cela implique de créer des conditions de travail où les salariés se sentent considérés et peuvent gérer leurs besoins personnels sans impacter négativement l'organisation et le collectif de travail. C'est ici que l'épisode se termine. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker l'épisode s'il vous a plu, à le commenter s'il vous a questionné ou encore à le partager. Ça nous ferait très plaisir. Merci, au revoir et à bientôt. Cet épisode a été réalisé par Aurélie Dudésert, Florence Laval et Fanny Gibert. Il est disponible sur Spotify, Apple Podcasts et YouTube.